Bonsoir, bonjour à tous, re-bienvenue sur Studio Peda pour ce nouvel épisode sur Moodle. Donc aujourd'hui, on va travailler avec Gilles et Laurence sur Moodle. Cheikh Gilles, donc enseignant en sciences physiques. Je suis permanent à la DAN et je suis sur plusieurs projets, notamment le projet Lune, dont je vous parlerai sûrement à la fin de la session. Aujourd'hui, je suis plutôt là pour mon rôle de formateur et d'administrateur de la plateforme Moodle. Et on va vous présenter avec Laurent cette plateforme. Donc Laurent Gimazan, donc je suis permanent en DAN mi-temps et comme Gilles, on s'occupe un peu des formations Moodle. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Laurent Deboni ici présent et on s'occupe aussi du campus académique. Voilà. D'accord. Et je suis enseignant en lycée en ingénierie mécanique, mais ça. Et on va commencer à présenter les principales premières fonctionnalités à aborder lorsqu'on s'y intéresse pour la première fois. Comme dit, en 1 heure, on n'aura pas le temps de faire vraiment une vue exhaustive de tout ce qu'elle peut faire, ni une formation complète, mais ça sera déjà une bonne première impression de ce qui est possible de faire avec Moodle et comment. Qu'est-ce que c'est que Moodle? C'est une plateforme qui est destinée à l'enseignement à distance et qui a été créée il y a environ une quinzaine même d'années. Ça a été créé sur l'initiative d'un enseignant en Australie qui était à l'université et qui avait besoin d'un support, d'une plateforme, d'un endroit, quelque part, pour déposer des cours et faire des cours interactifs avec ses élèves. Il l'a fait sur une initiative de sorte à ce que tout le monde a pu participer et profiter de cette plateforme, dans le sens où la licence était libre et gratuite. Ce qui a fait que Moodle a grandi et s'est développé énormément pour arriver aujourd'hui au stade de la plateforme libre et gratuite la plus utilisée dans le monde. Dans le marché ENT qui est le nôtre, donc avec mon bureau numérique, il a été décidé d'intégrer un exemplaire de Moodle afin d'avoir et de profiter pour tout le monde, pour tous les utilisateurs de cette plateforme. Donc il y a effectivement une petite redondance avec ce que fait mon bureau numérique, mais il y a aussi tout le background, toutes les possibilités offertes par cette plateforme qui, elles, reposent sur des années de développement et qui sont à l'heure actuelle encore développées. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais commencer par vous montrer comment accéder à Moodle à partir de l'ENT. On va commencer par ça déjà. Lorsque vous vous connectez sur votre ENT, vous avez déjà cette apparence. Donc, c'est le portail que vous connaissez tous. Cependant, vous savez peut-être aussi qu'il y a plusieurs portails. Le Moodle auquel vous allez accéder et sur lequel on va accéder là tout de suite pour faire un premier cours, c'est celui d'un établissement. Donc, quand vous êtes inscrit dans un ou plusieurs établissements, ils apparaissent en haut à droite dans les portails. Et vous allez sélectionner, moi j'ai pris l'établissement là, le lycée Bichat, dans lequel j'ai l'accès à Moodle sur le tableau de gauche. En cliquant sur Moodle, ça m'ouvre un nouvel onglet avec ce qu'on appelle le tableau de bord. Je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a sur ce tableau de bord. On voit tout en haut un bandeau avec le nom de l'établissement, la langue de l'interface, un bouton tout à gauche qui vous permet de cacher ou montrer le menu de gauche, et vous avez une barre de recherche ainsi que la zone de notification et puis un endroit avec votre profil et votre nom. Vous avez quelques options éventuellement pour vous revenir au tableau de bord, l'équivalent de ce bouton ici, votre profil, les notes, les préférences et de quoi vous déconnecter de Moodle. Alors ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui est en dessous de ce bandeau. Il y a ce menu à gauche qui contient des entrées qui ne sont pas forcément toutes aussi intéressantes les unes que les autres. La plus intéressante que je vais toujours utiliser, c'est le tableau de bord, le bouton qui permet de revenir ici. En cliquant dessus, vous voyez, il ne se passe rien, je suis revenu au même endroit où j'étais déjà. Tous les autres, accueil du site, calendrier et fichiers personnels sont un petit peu plus situationnels, on y reviendra lorsqu'on en aura besoin. Ensuite, vous avez une zone centrale dans laquelle se trouvent vos cours. Et si aujourd'hui vous accédez pour la première fois à Moodle, eh ben, elle est vide. Vous avez catégorie, tout, et dedans, vous n'avez rien. Ensuite, dans enseignants, vous avez la liste des enseignants qui partagent des cours avec vous. Et ici, si vous n'avez jamais créé de cours, eh bien, il n'y a rien. C'est normal. À gauche, à droite, ça y est, j'inverse à chaque fois les gauches et droites, mais on va y arriver. Vous avez 2 blocs. Celui du dessus, mes sites du réseau, va vous permettre d'accéder à une autre instance de Moodle dont on parlera à la fin. Et celui du dessous est le premier qui va nous intéresser pour rechercher ou créer un cours.
Et ce qu'on va faire tout de suite, là, c'est créer un cours. Alors, quand on veut créer un cours, il y a 2 champs indispensables, et vous allez voir, ça va me prendre à peine 2-3 minutes, même pas. Hop, c'est le nom du cours et son nom abrégé. Alors, comme nom du cours, je vais mettre nom cours StudioPeda. Et comme nom abrégé, je vais en mettre un petit peu différent, comme ça on va voir où s'affiche chacun d'eux. Je vais mettre cours Studio tout court. Et je vais les attacher. Hein, on fera bien la différence entre les deux. Tous les autres champs et toutes les autres options ne sont pas indispensables et par défaut, moi je vous conseille de les laisser. En tout cas, pour l'instant, on ne va pas les préciser plus que ça. Je vais revenir tout en bas de la page et je vais faire enregistrer et afficher. En faisant ça, par défaut, on vous crée un cours qui contient 3 sections, plus une section qui n'a pas de titre ici, qui est la section d'introduction. J'ai créé un cours, il a ici une adresse dans la barre d'adresse que je peux copier et qui ne changera plus jamais. Alors quand je dis plus jamais, c'est pour vous dire que vous pouvez être confiant pour partager ce lien avec vos élèves. Si vous leur donnez ce lien, ils accéderont à votre cours. Si maintenant vous allez modifier le cours, le déplacer, le changer de place dans Moodle, si vous le renommez, eh bien cette adresse-là ne changera pas. Donc vous pouvez déjà la garder et y revenir à chaque fois en cliquant sur le titre du cours. Justement, ce titre du cours ici, il apparaît comme ceci ici, et avec la version longue en haut. Vous vous souvenez, on a donné un nom long et un nom court. Eh bien le nom long est tout en haut. Le nom court est entre autres ici, dans ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Ce fil d'Ariane va vous permettre de naviguer dans le cours. Ce n'est pas une arborescence, c'est linéaire, mais ça vous permet, comme dans n'importe quel navigateur ou dans l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, de voir l'arborescence pour arriver jusqu'au cours. Il y a le tableau de bord, duquel je suis parti, la section cours, dans laquelle on n'a pas vraiment d'utilité à aller pour l'instant, l'espace de cours des enseignants, et finalement une catégorie avec mon nom. Cette catégorie est celle qui est créée par défaut et que vous avez tous. Vous avez une catégorie qui porte vos noms et prénoms. Et dedans, le cours que je viens de créer. Eh bien, si maintenant je venais à cliquer sur tableau de bord, eh bien je reviendrai sur le tableau de bord et je retrouve mon cours ici, cours StudioPeda. Je vais recliquer dessus. Le nom cours apparaît également ici dans le menu à gauche. Alors, une fois que le cours est créé, je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut inscrire des participants avec Laurent Gimazan. Et ensuite, on pourra éventuellement parler de ce qu'on va pouvoir faire dans le cours. Alors, Laurent ? en attendant que Laurent puisse partager son écran, on a une petite réaction dans le chat. Une collègue nous dit qu'elle a tenté de créer un dossier dans Moodle pour que différentes classes déposent un travail, mais elle n'a pas réussi à le faire par classe. Elle a mis toutes les classes d'un même niveau. Et en fait, pour voir le travail rendu, c'est par ordre alphabétique et non en fonction des travaux rendus. Est-ce qu'on peut changer ça? Ou c'est forcément par ordre alphabétique? On peut créer des groupes en fait. Et là, je vais en parler un petit peu dans l'inscription des participants. Quand on crée des groupes, ça peut être une cohorte, c'est-à-dire une classe, et après on peut filtrer par groupe. Mais ça suppose d'avoir créé des groupes. Justement, je te laisse prendre la main, comme ça tu peux voir l'inscription des participants, et ensuite, ça fera partie de la même section, plus ou moins, la création des groupes. Et on pourra revenir plus tard dans le devoir, et quand on parlera éventuellement des restrictions, pour répondre à la question. D'accord ? Ok. Donc, je vais enchaîner. Juste un petit rappel. Moodle, c'est de l'HTML5. Donc, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs pages, même sur le même cours. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je suis sur un cours. Et à gauche, je retrouve ce qu'on appelle des sections. Alors, les sections, vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait par défaut section 1, section 2, section 3. On peut en rajouter autant qu'on veut. Ici, on a plusieurs, c'est des choses que je présentais dans les formations. Et on les retrouve à gauche. Donc, si je fais, par exemple, ici, un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, je vais tomber sur le même cours, mais un peu plus bas. Alors, bien sûr, par exemple, ici, mais on peut le faire sur... Ça peut être intéressant parfois. Ici, vous voyez, que vous avez des tests ou des travaux rendus, vous pouvez en même temps vérifier en live que les élèves sont en train de faire le test. En ce moment, on est à distance. Là, c'est bien de vérifier où ils en sont et en même temps, vous pouvez travailler sur autre chose, donc sur le même cours.
Ça, c'était pour la petite parenthèse. Donc, Gilles vous a bien montré ici le fil d'Ariane qui nous permet de naviguer. Et lorsque l'on est dans un cours, donc par défaut, vous avez créé votre cours et à un moment donné, vous voulez inscrire des participants. Donc, il vous a montré ici qu'on pouvait le cacher ou le visualiser pour gagner de la place. Donc, si je le visualise, je vais dans Participants. Alors, il faut savoir que dans Moodle, il y a plusieurs accès, hein. On n'a pas toujours qu'un accès. Moi, je prends toujours celui-ci, c'est le plus simple. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà des participants. Vous avez des participants qui sont notés en tant qu'élèves. Vous avez, bon, forcément, moi, je suis là en tant que créateur de cours. Et vous pouvez aussi rajouter, par exemple, des collègues en tant qu'enseignants. Alors, je vais déjà commencer par ça. Donc, en haut à droite, vous avez ici « Inscrire des utilisateurs ». Donc, je vais y aller doucement. Ça me permet de faire une remarque là, parce que Oui. tu vois, Laurent, dans la liste, effectivement, tu apparais. Et il faut savoir que dans cette liste, vous pouvez gérer les participants, les ajouter, les supprimer, et surtout, vous pouvez vous supprimer vous-même. Alors, c'est un peu cocasse, mais c'est malheureusement possible. Vous pouvez vous supprimer de votre propre cours. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous ne pourrez pas revenir tout seul en arrière. Il faudra demander à l'administrateur de l'espace Moodle de vous réinscrire. Donc faites attention, si vous désinscrivez des personnes, de ne pas vous inclure dans celles qui sont désinscrites. Tout à fait. Justement, j'enchaîne sur une petite chose aussi. Vous voyez le dernier accès au cours. Ça, c'est intéressant parce que vous avez inscrit des participants. Vous leur dites, par exemple, allez voir la vidéo ou allez accéder au cours. Et là, on saura qui y a accédé et quand est-ce qu'ils l'ont fait. Donc ça, c'est bien, par exemple, lorsque vous êtes à distance, vous voyez déjà qui a réussi à rentrer dans le Moodle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, je reviens sur un utilisateur. Donc, normalement, vous avez évité d'inscrire des cohortes des utilisateurs. Si je tape le nom d'un collègue, donc là, je tape le nom, bon, il le trouve forcément, et vous voyez, ça ajoute en bleu, et à un moment donné, je vais faire écrire en dessous utilisateurs ou coordonnées, et là, il va être inscrit. Alors, je vais le faire. Et là, je n'ai pas fait attention, je l'ai juste inscrit comme ceci, et apparaître, alors, où est-ce que je vais voir? Il est là, et je me suis trompé, je l'ai mis en élève. J'avais la possibilité de le mettre en enseignant. J'ai oublié de le faire, c'est pas grave. Je clique ici et le élève reste, mais par contre, je peux rajouter deux profils, enseignant et enseignant non éditeur. Donc, un enseignant non éditeur, c'est un collègue qui aura accès à votre cours, mais qui ne pourra pas le modifier. Si vous voulez travailler en collaboratif avec un autre collègue et qu'il puisse travailler sur ce cours, c'est-à-dire rajouter du contenu, à ce moment-là, vous le mettez en tant qu'enseignant. Et là, vous pouvez le désinscrire en tant qu'élève. Éventuellement. Et n'oubliez pas de faire enregistrer. Parfois, on oublie. Voilà, donc là, cette fois-ci, son profil a changé. Maintenant, si je reviens sur inscrire des utilisateurs. Ouais, parce que là, effectivement, c'est une première méthode qui est vachement rapide, mais j'imagine que il y a beaucoup plus pratique, parce que s'il fallait qu'on inscrive tous nos élèves un à un, ça serait une galère. Ah, ça serait un peu galère, oui. Donc, vous avez quand même une base siècle où sont inscrits les cohortes. Et cette base siècle est remontée dans Moodle et vous la retrouvez ici. Donc, ici, je retrouve, alors bizarrement, j'ai quand même un groupe de l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, vous avez toutes les classes de votre lycée. Alors, on voit que je peux inscrire même des classes qui ne m'appartiennent pas. Ça, dans Moodle, c'est autorisé. Donc, je peux le faire d'ici, mais en fait, vous allez voir que je ne vais pas le faire de là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir de synchronisation. En admettant que vous ayez des élèves qui apparaissent au cours de l'année, c'est de plus en plus fréquent, ou qui disparaissent, à ce moment-là, vous êtes obligé de revenir dans vos participants et de les désinscrire ou de les réinscrire. Donc, le mieux, c'est d'utiliser une autre méthode. Ici, en haut à droite, alors il faut souvent utiliser la roue crantée. Et c'est ici méthode d'inscription. Dans méthode d'inscription, vous voyez là, je peux ajouter une méthode. Là, j'ai déjà des élèves qui ont été inscrits avec cette méthode d'inscription. Si je fais ici choisir synchronisation des cohortes, à ce moment-là, je vais retrouver pareil mes cohortes. Voilà, je les retrouve de la même manière et je vais rajouter, alors je vais prendre quand même une classe que je suis, ça va être un peu plus bas, voilà. Et je fais ajouter méthode. Donc avec cette méthode-là, quelle est la différence entre ça et maintenant si tu les avais inscrits avec la méthode d'avant, la même cohorte? Alors, la différence, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'ici, si j'ai un élève qui disparaît, automatiquement, dans les participants, il va disparaître. Et si un élève apparaît, c'est plutôt là que c'est intéressant, il va être inscrit automatiquement. Ça évite, on le fait au début de l'année et après c'est fini. On n'a plus besoin de gérer ça jusqu'à la fin de l'année. Alors bien sûr, là, vous voyez bien qu'à la fin de l'année, vous allez devoir refaire les méthodes d'inscription. C'est-à-dire que par défaut, un élève qui reste dans l'académie garde
une adresse mon bureau numérique, va encore avoir la possibilité, alors il n'aura pas accès, hein, mais il sera encore inscrit, c'est-à-dire que vous allez devoir le désinscrire. Donc en faisant cette méthode-là, vous pouvez désinscrire facilement toute la cohorte. Donc là, je reviens dans mes participants et normalement, donc je clique à gauche, là, vous voyez ici, j'ai rajouté tout élève. Alors là, on a du mal à différencier, d'accord, je vois la cohorte et la cohorte 2. Ils sont tous inscrits en tant qu'élèves. Un téléphone. Je ne sais pas qui c'est. Un téléphone. C'est pas moi. Hein. Bon. Voilà. Alors, je reprends. Donc ici, j'ai tous mes élèves qui sont inscrits. Et par contre, vous voyez, là, j'ai aucun groupe. Donc, si je veux inscrire des groupes, à ce moment-là, je peux créer des groupes. C'est intéressant au sein d'une classe pour faire des groupes de TP. Ou alors, moi, je le fais parfois pour faire des groupes pour les tests. Je fais des tests différenciés. Donc, il y a un groupe qui aura accès au test 1, l'autre au test 2. Donc là, ça peut être intéressant. On verra par la suite, Gilles le montrera, je pense, que lorsqu'on fait une activité, on peut faire des restrictions, c'est-à-dire des accès restreints à des activités. Ça peut être à une vidéo, à n'importe quel contenu. Et du coup, on peut faire des restrictions par groupe. Alors, un instant, Laurent, il semble que ton... Ah bah c'est bon, ça bouge. L'écran semble figé. Non, c'est moi qui parlais, j'avais rien bougé. Donc ici, en haut à droite, toujours avec ma roue crantée, vous voyez, je vais le refaire là, vous avez groupe. Donc si je vais là, vous voyez, j'ai déjà ici des groupes, il n'y a personne dedans. Alors j'avais déjà créé le groupe, alors je peux en créer un autre ici. Vous avez en bas à gauche créer un groupe. Alors je vais mettre groupe 3. Alors, ça c'est quelque chose qui arrive souvent. Je tape et après ça me jette ailleurs. Ça, il ne faut pas se formaliser pour ça. Ok, je ne mets pas d'identifiant, on pourrait rajouter, je fais juste simplement enregistrer. Voilà, j'ai 3 groupes et si je reste par exemple sur le groupe 1, je vais faire ici ajouter, retirer des utilisateurs. Donc là, je retrouve tous mes participants, ceux que j'avais préenregistrés au préalable. Donc je les choisis. Alors, je choisis les premiers. Tac, je fais ajouter. Et là, on retrouve ici 5 élèves. Je fais retour au groupe. Voilà, et on retrouve groupe 1, 5 élèves. Je peux ici faire de même pour les autres, pour le groupe 2. Alors, vous avez la possibilité, vous voyez, vous retrouvez tout l'effectif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mélanger. Une personne peut appartenir à plusieurs groupes. Là, par exemple, le premier, je sais qu'il était déjà dans le groupe 1. Vous voyez, je clique dessus, je sais qu'il est déjà dans le groupe 1. Bah, c'est pas grave, je vais quand même le mettre dans le groupe 2. Je peux le faire. Ajouter. Donc, cette manière de fonctionner, elle serait pratique si maintenant on a une classe, on veut faire quelques groupes à l'intérieur de cette classe, de 4-5 élèves par exemple, pour faire du travail en atelier. Maintenant, il est aussi possible d'inscrire directement les élèves par cohorte dans les groupes. Lorsque Laurent a sélectionné une cohorte, quelle que soit la méthode d'inscription, il avait l'option de faire une sélection de groupes dans lequel cette cohorte était rajoutée. Et si par exemple vous avez un cours pour, admettons, tous les quatrièmes, si vous avez plusieurs classes de quatrième, vous pouvez inscrire tous vos quatrièmes dans ce même cours sans avoir à le copier plusieurs fois. Et à ce moment-là, pour chaque quatrième, vous allez pouvoir les inscrire dans un groupe précis. Classe numéro 1, classe numéro 2, classe numéro 3, par exemple. Tout à fait. Donc, si je reviens sur la vue d'ensemble, maintenant, on va juste voir les effets. Donc là, vous voyez, par exemple, le premier appartient au groupe 1 et au groupe 2. Ça permet d'avoir une supervision, si on ne s'est pas trompé aussi, et au niveau d'affectation des groupes. Voilà, et on voit ceux qui n'ont pas été affectés à des groupes. Voilà pour tout ce qui est inscription d'élèves. Donc la méthodologie, c'est quand même, c'est je crée un cours et normalement, bon, soit vous commencez à mettre du contenu et après seulement vous mettez les participants, ou alors vous mettez les participants et après vous mettez le contenu. Je reviens juste sur une chose, je vais revenir sur mon cours. Vous voyez, je suis là, où est-ce que je peux revenir? Là, je retrouve ici cours fort, donc c'était le nom raccourci de mon cours. Et je voulais juste vous montrer ici, on peut cacher les activités. Si vous voulez que les élèves, vous pouvez commencer à créer votre cours, inscrire des participants, mais vous ne voulez pas rendre visible ce que vous mettez dedans. On peut très bien modifier et le rendre visible ou invisible. Alors ça marche pour, alors, attendez, parce que il y a les mollo, les retours. Si c'est affiché, on voit que ça doit redire pour les élèves. Je vais le foyer et je vais vous montrer comment on peut avoir la vision élève aussi. Donc je fais simplement cacher. Donc là, je suis dans devoir test, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, du devoir et du test.
Je vais juste regarder la vision élève. Donc, vous avez en haut à droite, ici, votre profil. Alors, je n'ai pas mis d'avatar, on peut le faire. Hein. Si vous cliquez là, vous avez « Prendre le rôle ». Si je prends le rôle, alors ça peut être intéressant de voir la vision élève, parce qu'on n'a pas forcément du recul sur la vision de l'élève. Je me mets en rôle élève. Voilà, et vous pouvez voir que dans Devoir test, je n'ai que le test qui est disponible, l'autre reste caché. Donc de cette manière, alors je vais faire un retour dans mon profil, retour en mon mode normal. Alors souvent, quand on revient en mode normal, enfin c'est même systématique, vous voyez, il faut réactiver le mode édition. Le mode édition, on n'en a peut-être pas encore parlé, c'est simplement ce qui vous permet de rajouter du contenu. Donc par défaut, dès qu'on arrive, il faut activer le mode édition. Donc là, je vais l'activer, enfin je l'ai activé, voilà. Donc simplement, pour terminer, on peut cacher ici une activité, ou alors on peut même cacher une section. Là, si je vais ici, je vais retrouver la même fonctionnalité. Les accès sont parfois un peu lents. Hein. Je vais y arriver. Voilà. Je fais ici. Ouais, aussi. Voilà, là j'ai caché toute la section, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on voit que ça reste ici pas visible, donc caché pour les étudiants. Voilà. Gilles, s'il n'y a pas de questions, je te laisse enchaîner avec le reste. Donc là, cette fois-ci, on va rajouter du contenu simple. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, pas de questions précises. Ok. Ça marche. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'interface. Laurent est allé un petit peu en avance là-dessus, mais on va revoir comment on commence à créer quelque chose sur ce cours qu'on vient de créer. Donc, pour rappel, on vient de créer un cours et hop, là, je n'avais pas encore cliqué dessus, et il y a des sections à l'intérieur. Les sections, c'est des équivalents de chapitres. Mais petit récapitulatif sur ce qu'on vient de faire, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un cours et inscrit ses élèves, inscrit les participants. On a éventuellement réparti ces participants dans des groupes, et à partir de là, on peut leur donner du contenu, on peut leur donner accès à du contenu. Voyons voir ce qu'on peut faire avec Moodle. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce cours? Alors, pour faire quoi que ce soit en édition dans Moodle, il est nécessaire de passer par le mode édition. Et pour ça, depuis la dernière version en tout cas, on a un bouton tout gros, tout bleu, mais on peut ne pas cliquer dessus, on peut l'oublier, qui est ici, à droite en haut de l'écran. Activer le mode édition. Et à partir de là, on voit qu'il y a pas mal de boutons et de liens qui se sont affichés. On peut par exemple bouger les sections. On peut changer leur titre éventuellement, si on en a envie. On peut ajouter des choses dedans et modifier ces sections. Alors la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est comment modifier une section. Je vais modifier la toute première, tout en haut, qui n'a pas de nom, et je vais cliquer sur modifier, puis modifier la section. En haut, alors, on voit qu'on arrive sur une fenêtre qui nous permet de voir un éditeur de texte en direct, là, en temps réel, avec une barre d'outils tout en haut. Cette barre d'outils, elle contient un certain nombre de boutons qui vont vous permettre de formater, de rajouter du contenu dans ce cadre. Mais on ne voit que la moitié par défaut. Si vous voulez l'étendre et avoir toutes les fonctionnalités, vous allez devoir cliquer sur la flèche ici pour étendre les boutons avancés. Alors franchement, avancé, je ne sais pas si avancé que ça, le classement est un petit peu, ils ne sont pas plus avancés que les autres, hein. Vous voyez que la justification du texte, ce n'est pas forcément plus avancé que ajouter une vidéo. Mais toujours est-il que toutes les fonctionnalités sont montrées maintenant. Alors si je veux par exemple mettre un message de bienvenue, voilà, je peux le faire, du texte normal, c'est pas compliqué, je peux le mettre en gras, le centrer, choisir éventuellement un certain formatage, puis pourquoi pas changer sa couleur. Et voici ce que ça peut donner. J'ai mis du texte, super, c'est rien de très particulier. Voyons voir ce qu'on peut faire pour l'embellir un petit peu. Alors admettons que je vais y rajouter une image. Donc j'ai un bouton ici qui me permet d'ajouter une image. Et si j'en ai pas encore, que je débute sur Moodle, que j'en ai pas rangé quelque part de particulier, je vais devoir la chercher sur mon ordinateur. Donc pour ça, je vais faire parcourir les dépôts qui sont normalement au début vides. Et ici, j'ai un bouton choisir un fichier qui, lui, va m'envoyer sur mon ordinateur pour sélectionner une image. Bah, tiens, prenons le logo Moodle. Je fais ouvrir, puis déposer ce fichier. Et voici comment il va s'afficher dans la page. Alors, il est peut-être un petit peu grand à mon goût. Je peux commencer par le décrire.
C'est indispensable. Il n'y a pas d'étoile à côté de ce champ, mais bon, il va me gronder si je ne le fais pas, donc je le fais. Et maintenant, j'ai en dessous la possibilité de redimensionner cette image, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu grande. Alors, tant que le dimensionnement automatique est coché, ben, je peux changer par exemple la largeur, on va mettre 300, et il va me recalculer la hauteur automatiquement. Et là, je trouve que c'est un petit peu mieux, j'enregistre. Donc j'ai rajouté une image, si je voulais la centrer, ça marche avec les mêmes boutons que pour le texte, je peux la centrer. Donc ok, on a rajouté du texte, une image, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah ben, pourquoi pas rajouter un lien. Donc je vous avais dit qu'on pouvait rajouter des liens facilement, prenons un lien ici, hop, le lien ici, hop, voilà, je le colle, et je fais créer le lien. Si je veux, je peux obliger l'utilisateur à afficher ce lien dans une nouvelle fenêtre. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, je vais simplement créer le lien. Donc j'ai ce texte-là avec le lien. Si je voulais changer le texte, là, je pourrais le faire avec le texte et l'appeler lien. Alors là, il me l'a enlevé parce que j'ai tout supprimé. Si je voulais simplement garder hop, juste ce texte et refaire mon lien, c'est pas un problème. Hop, voilà. Donc j'ai créé un lien, il y a une image, du texte, on peut rajouter également, pourquoi pas, une vidéo. Alors c'est l'étape d'après, si je voulais maintenant mettre en dessous de ça une vidéo, eh bien j'ai le choix entre plusieurs techniques. Je ne vais pas vous montrer toutes les techniques parce qu'on va quand même garder la présentation assez simple aujourd'hui, mais sachez que les vidéos, vous avez 4 manières principalement pour les rajouter. Une des plus simples, c'est de donner l'adresse d'une vidéo ici, qui serait hébergée sur une plateforme. Allons chercher par exemple une vidéo ici. Voilà, c'est une vidéo sur du numérique. Je prends son adresse, son URL, et je reviens ici sur mon cours et je renseigne cette URL ici. Je fais insérer le média. Alors là, j'ai mis en lien, pardon. Donc, en fait, il va le reconnaître quand même. Si je fais enregistrer, il va comprendre qu'il s'agit d'une vidéo et il va le transformer en vidéo. Donc là, j'ai rajouté une vidéo de façon assez simple, simplement en copiant-collant un lien. Mais on peut faire un petit peu différemment. Si c'est une vidéo que vous avez sur votre disque dur, je peux revenir dans cette section, la modifier. Voilà, et puis je vais supprimer cette vidéo et je vais en mettre une d'une autre façon. Admettons que la vidéo est stockée sur votre disque dur. À ce moment-là, on a toujours encore le même bouton, insérer ou modifier un fichier vidéo. Cette fois-ci, je vais bien sélectionner vidéo et je vais faire parcourir les dépôts, comme pour les images. Et là, choisir un fichier, je vais chercher une vidéo que j'avais mis de côté. Alors, elle n'est pas très volumineuse parce que j'avais prévu le coup avec une vidéo qui aille vite aujourd'hui. Si vos vidéos sont lourdes, ça va prendre un petit peu plus de temps de les envoyer sur le serveur. Déposer ce fichier. Là, c'est le petit temps pendant lequel votre ordinateur envoie la vidéo sur le serveur. Et en option d'affichage, là, vous voyez, je peux choisir éventuellement sa taille. Là, je vais la mettre en 300 par 200. Ça, elle ne prendra pas trop de place sur la page. J'insère. Et vous la voyez s'afficher tout de suite. Donc cette fois-ci, elle vient non pas d'une plateforme, mais elle vient de mon disque dur. Alors, elle met un petit peu de temps à s'afficher, mais toujours est-il que si je veux, je peux enregistrer. Voilà, ça y est, elle y est. Je peux enregistrer, revenir au cours, on va voir à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le contenu le plus simple que vous pouvez mettre dans Moodle. Alors, si maintenant je voulais mettre quelque chose d'un petit peu plus riche, on va voir ce qu'on peut faire avec les différentes activités. Admettons que ce lien-là, je veuille le mettre d'une autre manière. Il y en a une, c'est d'ajouter une activité ou une ressource. Et je vais sélectionner parmi toutes ces activités, celle qui me permet d'ajouter un lien. Alors, avant d'aller plus loin, je vous présente simplement rapidement ce tableau-là. C'est les activités natives de Moodle. Vous avez la possibilité de faire un petit peu de tout. Vous avez des activités qui concernent la communication, comme par exemple le forum et le chat, qui permettent aux élèves d'échanger en temps réel ou alors avec une trace des posts pour le forum. Vous avez des activités qui sont plutôt un petit peu ludiques, comme les mots croisés, les jeux du pendu. Il y a la possibilité également de laisser les élèves choisir leur groupe avec certaines activités comme le choix de groupe. On peut y ajouter des wikis, des glossaires, et ensuite il y a toutes les activités aussi d'exercice et d'évaluation comme les questionnaires, les tests, les devoirs, le feedback.
Les leçons, elles, sont plutôt une activité de présentation. Ça va vous permettre de mettre en forme votre cours et de présenter sous forme de page avec une organisation un petit peu plus complexe que tout sur la première page. Alors, je vais aller dans le deuxième onglet. Et en fait, ce que moi, je voulais faire, c'était rajouter pour l'instant simplement une ressource. Et dans les ressources, en fait, c'est tout ce qui est type de données, en fait. C'est-à-dire des dossiers, des fichiers, des galeries d'images. Et ce que moi, je voulais surtout, c'était l'URL. Donc, vous vous souvenez, j'avais mis un URL. Eh ben, je vais lui donner le nom lien, comme avant. Sauf que cette fois-ci, c'est une autre technique. On va voir comment il s'affiche. Alors, il s'affiche comme ça une fois qu'on a cliqué dessus. Et quand on est dans le cours, on l'a ici. Donc on a une sorte d'activité, là c'est notre première qu'on vient de rajouter, et elle s'affiche comme ça. Quand l'élève va cliquer dessus, il va arriver sur une page, et puis c'est le lien que vous avez renseigné. Bon, ok. Alors quel est l'intérêt? Vous le direz un petit peu plus tard, c'est que cette fois-ci, étant donné que c'est une activité, vous allez pouvoir paramétrer certaines choses. Mais avant ça, je vais vous montrer une dernière activité avant de redonner la parole à Laurent, c'est la ressource étiquette. Donc, voyons voir l'étiquette. Alors, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que tout simplement, c'est l'équivalent d'une section, mais cette fois-ci que vous pouvez déplacer. Vous voyez, ici, on retrouve la même barre d'outils qu'on avait avant dans la section. Et on peut faire les mêmes choses dedans. Quand j'enregistre, vous allez voir la différence. C'est que le contenu de l'étiquette, lui, hop, lui, vous pouvez le déplacer. Donc, si j'ai envie de le mettre plutôt dans la section 2, dans la section 1 ou dans la section 3, je peux le faire d'un simple glisser-déposer. Ça vous donne un petit peu plus de souplesse. Si vous voulez rajouter une vidéo, vous voyez que celle-ci, là, tout de suite, simplement, je ne peux pas la déplacer. Si je l'avais mis dans une étiquette, eh ben, j'aurais pu la déplacer comme ça. Donc, c'est quelque chose qui vous donne plus de souplesse quand vous allez vouloir réarranger votre cours. L'étiquette est une sorte de sous-section. On a une petite question. Tu peux, oui. Excuse-moi Laurent de t'interrompre. Vas-y. Un collègue demande, peut-on dupliquer les cours pour chaque groupe? C'est tout à fait possible, mais ça va demander Oui. un petit peu de temps de manipulation. Si vous voulez dupliquer un cours, vous voyez, je ne vous ai pas parlé de la roue encore, mais on a un des éléments centraux pour l'édition du cours, avec le bouton mode édition, c'est la roue. Et dans cette roue, je vais quand même rentrer dans les paramètres, et vous allez retrouver tout ce qu'on a spécifié au tout début, lors de la création du cours. Et ça, c'est une règle générale dans Moodle, vous ne pouvez rien détruire définitivement. C'est toujours possible de remodifier ce que vous avez spécifié. À part quelques exceptions très rares, vous allez toujours pouvoir revenir en arrière. Donc là, par exemple, je pourrais renommer mon cours et redéfinir entièrement son identité. Par contre, on a aussi d'autres possibilités dans ce menu, et on peut éventuellement copier le cours. Si je fais ça, je vais pouvoir faire une deuxième copie du cours. Mais lorsque vous allez vouloir gérer ce cours pour les élèves, si c'est un cours qui n'a pas vocation à être différent, ça serait dommage d'avoir à faire chaque modification dans tous les exemplaires. Ce que je peux vous conseiller plutôt, c'est de faire un cours unique, par exemple, pour toutes les classes du même niveau. Et lorsque vous allez créer un devoir, une activité propre à une classe, par exemple, je vais le faire, mais sans expliquer plus en détail, je vais faire un test. Test 1. Enregistrer et afficher. On va revenir sur le cours et je vais en faire un deuxième test ici, très rapidement, sans spécifier plus. Voilà, j'enregistre et je reviens au cours. Et là, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est limiter dans les paramètres de l'activité, c'est possible pour toutes les activités, limiter l'accès via cette section-là, et limiter l'accès à un groupe. Alors, je n'ai pas créé de groupe pour l'instant. Je vais en créer 2 pour l'exercice, très rapidement. Alors, je vous rappelle comment avait fait Laurent. Il est allé sur participants, dans groupe, et là, on avait la gestion. On peut en créer un G1. Hop. Et on va mettre un G2. Voilà. Et maintenant, si je reviens sur l'activité test dans ces paramètres, eh bien, on va retrouver dans les restrictions d'accès la possibilité d'en ajouter une,
sur les groupes. Et par exemple, ce test-là ne sera accessible qu'au groupe 1. Alors je fais enregistrer, revenir au cours. Et à ce moment-là, ce que vous ferez, vous allez faire la même chose pour le test 2 et le rendre en restriction d'accès, accessible seulement pour le groupe 2. Et à ce moment-là, on va le voir sur la page, non disponible, accès restreint, non disponible à moins que vous ne soyez membre du groupe 1. Donc à ce moment-là, vous aurez le contenu du cours qui sera accessible à tous les élèves inscrits. Par contre, les deux évaluations seront bien différenciées pour les deux classes. Si c'est pour le même contenu, je vous conseille plutôt de faire comme ça. Alors, je redonne la parole à Laurent. Alors, attends, Gilles, Oui. est-ce que tu peux simplement expliquer, comme tu étais dessus, la différence entre une étiquette et un fichier? Ah ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de comment rajouter un fichier. Mais la différence, c'est que l'étiquette, c'est un équivalent de texte directement dans la page. Vous voyez, comme ce que je pourrais faire là, tout ce que j'ai fait ici, là, je peux le mettre dans une étiquette. Bah, pour la preuve, je vais rajouter une vidéo. Hop, alors on a le bouton rajouter une vidéo ici. Je vais en mettre une qui est hébergée sur YouTube. Alors j'ai pas choisi sa taille, c'est peut-être une erreur, on verra, elle sera peut-être un peu plus grande. Si je veux la modifier, je clique dessus et j'ai de nouveau la possibilité de revenir là-dessus. Et je vais lui donner la même taille qu'avant. Voilà, et là j'enregistre. Et vous voyez que mon étiquette, elle est là. Voilà. Je peux la déplacer. Donc ça, c'est une étiquette. Un fichier, je vais en rajouter un et vous aurez l'exemple. Ou alors, est-ce que Laurent, tu reprends là pour le faire ou Le fichier, comme tu veux, le fichier, enfin, tu peux présenter le fichier, moi je vais faire le devoir, mais. Ça marche, ok. Exemple de fichier. Alors, il lui faut un nom. Ça, c'est un champ indispensable. Et ici, j'ai une zone dans laquelle je peux rajouter un fichier. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher un fichier. On va prendre un document PDF, par exemple. Hop. Admettons que vous avez un sujet à donner à vos élèves. Et bien, vous le glissez dans cette zone, comme je viens de le faire. Et là, on peut enregistrer et revenir au cours. Ce qui va apparaître sur le cours, c'est ceci. Et l'élève va voir, alors l'élève ne sera pas en mode édition. Hein, vous voyez, je vais prendre le rôle de l'élève, comme vous l'a montré Laurent. Et lui, il va voir ça avec, sur le cours, le fichier. Et en cliquant dessus, on va lui proposer soit de le télécharger selon ce type de fichier, soit de l'ouvrir directement. Donc c'est un petit peu différent. Je vais reprendre mon rôle normal. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, pas pour l'instant. Ok, alors on va avancer. Je te laisse, Laurent, reprendre pour donner ce que peut faire l'activité devoir, parce que c'est un des grands plus de Moodle. Tout à fait, oui. C'est le grand plus, surtout en ce moment. Juste deux petits temps que j'y pense. Si tu avais posé la question, si Gilles a présenté la roue crantée, là, vous avez sauvegarde, restauration, importation, copier-cours. Donc, ça fait plusieurs choses. Donc, le copier-cours, on comprend bien qu'on peut dupliquer son cours. Le sauvegarde, restauration, en fait, c'est pour sauvegarder son cours. Il va par défaut être à demeure sur le serveur de votre établissement. Et la restauration, c'est pour le restaurer. Par exemple, si vous êtes sur plusieurs établissements, vous pouvez le restaurer sur un autre établissement. Ça, c'est la sauvegarde, restauration, on n'en parle pas aujourd'hui. Par contre, je reviens juste un petit peu sur importation. Alors, l'importation, ça peut être le cas où vous voulez importer une activité ou une section d'un autre cours. Et à ce moment-là, vous connaissez le chemin. Si vous cliquez là-dessus, vous allez sélectionner votre cours que vous voulez importer et vous allez le ramener dans le cours présent. C'est une possibilité. C'est une activité que vous ne voulez pas avoir, ça, vous pouvez passer par ce biais-là. Vous connaître son chemin. C'est le premier. Et deuxième, juste tant que j'y pense, donc, Gilles vous a parlé de fiches. Vous avez aussi, en donné, dossier. Alors, moi, c'est un petit peu lent. Dans la source, vous voyez ici, vous avez des dossiers. En fait, un fichier, comme montrait Gilles, on peut y déposer dans un dossier, on peut Je te prie de m'excuser, Laurent, on t'entend très mal, ça grésille beaucoup. Ça grésille beaucoup. Ouais, non, là, ça marche pas non plus. Là, ça marche pas non plus. Peut-être que si c'est pas toi qui partages l'écran, ce sera peut-être plus simple. Non, du coup, Gilles peut reprendre la main, en fait, pendant que toi, tu expliques. Ouais, on va faire ça. Alors, moi, je présente mon écran et toi, tu expliques. On va faire comme ça. Par exemple. Ce sera
peut-être plus simple que je présente. Ouais, si, alors vas-y. Disons que Vas-y. pour le devoir, je ne sais pas si tu as ce qu'il faut. Bah, tu peux présenter simplement comment le créer, mais c'est vrai que moi, je l'ai moins utilisé. Alors, Donc, on reprend au devoir. voilà. Alors, déjà, la différence entre devoir et test, peut-être expliquer. Alors là, du coup, on t'entend mieux. Alors, C'est très fluide. Oui, c'est très bien. Ouais. bah, Ah pour le bon. coup, oui, mais j'ai rien fait, moi. Alors, c'est quand j'ai appuyé sur ajouter une activité, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, C'est là exact. Absolument. Ça Et là, rebloque ça... à nouveau. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Bon, ben, alors, je sors de là. Donc, ici, je vais rapidement la différence entre devoir. Donc, un test, en fait, CM. C'est un test Moodle. Donc, certains tests peut-être les tests H5P qui sont aussi utilisés dans l'exerciceur. Donc, ils peuvent être importés aussi directement dans Moodle. Il y a les activités H5P, on ne va pas les présenter aujourd'hui, il y en a plein, hein, c'est intéressant. Moi, j'utilise beaucoup les tests, et notamment ce qu'on appelle la question close. Bon, là, ce n'est pas l'objectif, ça serait assez long à présenter. Par contre, je vais vous présenter l'activité devoir. Donc, un devoir, en gros, vous voulez, à l'issue d'un TP ou d'un travail à la maison, en ce moment, c'est très intéressant, qui vous rende un devoir. Donc, je vais rajouter une activité. Donc, qui vous avez en haut de la main, donc c'est le devoir. Et on va voir, je vais attendre que ça apparaisse, parce que apparemment ça a grésillé, voilà. Donc, je vais mettre ici devoir à rendre. Alors, devoir 2. Alors, oui, systématiquement, chez moi, ça me le fait. Je commence à taper, puis ça va ailleurs, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Vous pouvez mettre un descriptif, mais il faudra cocher ici afficher la description du cours. Alors, ça peut être, par exemple, les consignes, ça peut être intéressant. Donc là, si vous mettez consignes, alors je ne vais pas toutes les mettre, bien sûr, mais vous faites afficher, parce que souvent, on pense à taper quelque chose, mais on oublie souvent de l'afficher. Enfin bon, on s'en rend compte tout de suite. Si vous avez, par exemple, un fichier guide, je ne sais pas, une trame, vous pouvez le mettre là. Et au niveau du paramétrage, vous voyez qu'il vous ouvre quand même par défaut ce qui est le plus indispensable. Donc, la disponibilité, là, il est ouvert par défaut à partir d'aujourd'hui. La date de remise qui est préconisée, c'est-à-dire qu'on peut le rendre à partir d'aujourd'hui, mais la date de remise, normalement, c'est le 15 avril. Alors, bien sûr, ça, c'est paramétrable, hein. Je peux changer. C'est forcément activé, il vous faut au moins les deux là. Et si je veux définir une date limite, alors qu'est-ce qu'une date limite? C'est en fait, vous admettez une tolérance, c'est-à-dire que vous allez noter, par exemple, il sera noté sur 20 s'il met à la date voulue, c'est-à-dire le 11 avril. Par contre, vous tolérez qu'il soit en retard, ça sera notifié de toute façon, il y aura les jours de retard de remise. Et vous pouvez même rajouter ici, cocher, rappeler, c'est-à-dire que vous allez avoir une notification pour ce que vous devez évaluer. Bon, voilà. Les remises. Alors, les types de remises, ça peut être intéressant. Bon, par défaut, on va laisser, ça peut être un texte en ligne, mais c'est souvent mise de fichiers. Vous voyez ici le nombre de fichiers. Moi, je l'utilise beaucoup parce que fois, les élèves d'une version 2, une version. Donc, un seul fichier. Je mets un seul fichier. On ne vous l'a peut-être pas trop dit, mais un cours Moodle est limité à 200 mégas. Donc, ici, par défaut, les fichiers sont limités à 200 mégas. Si on demande par exemple un PowerPoint et que l'élève va mettre beaucoup d'images, ça peut être très vite énergivore. Donc, on peut se limiter. Voilà. Si vous voulez le récupérer, ça peut vous faire un paquet de fichiers très lourd. On peut même accepter ici différents types de fichiers. Donc, si je choisissais ici, vous avez des possibilités. Si vous voulez, je ne sais pas, un document, un fichier vidéo, vous allez cocher ici. Laurent, à chaque fois que tu ouvres une fenêtre, ça grésille. Ouais. Je pense que je vais reprendre, je vais créer un devoir. Et là, quand je le fais grésiller aussi, là. Le temps que ça se remette, ouais, c'est pas génial. Ouais. Alors, je vais juste sur ce truc, après je verrai d'enchaîner. Je voulais juste vous montrer le feedback ici. Alors, je vais parler peut-être doucement, je ne sais pas si ça grésille. Quelque chose qu'il va falloir activer, c'est annotation en PDF. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. En fait, lorsque vous allez demander un devoir rendu, moi je demande souvent des PowerPoint ou des fichiers Word, il va vous le traduire automatiquement en PDF et vous pourrez faire une correction en ligne. Si vous n'avez pas activé la modalité là, vous ne pourrez pas corriger en ligne. Récupérer un devoir et le corriger chez soi, c'est quand même un petit peu lourd. Si vous avez une classe de 30 élèves, on va voir que c'est quand même intéressant de pouvoir corriger en ligne. Donc, il faut le cocher ici, sinon vous ne pourrez pas le voir en PDF. Au niveau des notes, bon, ben là, tout dans les tests, vous pouvez noter sur le point. Ici, vous pouvez mettre la note sur 20.
Voilà. Et après, il y a les restrictions d'accès, mais ça, je ne vais pas en parler parce que Gilles vous l'a montré. Et je fais entrer et revenir. Voilà. Là, on voit, j'avais juste mis consigne, c'est visible. Et maintenant, je voulais vous montrer par rapport à tout à l'heure, quand j'ai mis participant. Si je clique, par exemple, vous voyez, ici, je vais cliquer sur mon devoir. Bien sûr, j'aurai ici, j'ai 21 participants. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, c'était mes 2 cohortes que j'avais inscrites, plus moi et mon collègue. Ici, consulter tous les travaux remis, pour l'instant, il n'y en a aucun. Donc, je ne peux rien faire. Je vous montrerai tout à l'heure le cas où il y a quelque chose de déposé. Mais là, je voulais vous montrer quelque chose. Si je me mets en participant élève, je vous ai dit tout à l'heure, avoir plusieurs profils. Donc là, je vais, par exemple, cliquer là et me mettre en élève. Voilà, j'enregistre. Je reviens sur mon test. Ça va venir. Il y a du suspense, c'est Ah, bien. il y a du suspense. Hein. C'est là que ça ne marche pas. Paf. Voilà. Et vous voyez ce qui s'est rajouté. En fait, je ne suis pas obligé de passer en tant qu'élève. Vous avez la vision élève qui est là. Vous avez ici ajouter un travail. En fait, pour l'élève, Moodle, c'est très très simple parce qu'il clique là-dessus et il va pouvoir déposer son travail. Donc là, il retrouve en fait les dates de remise, le temps restant, etc. Donc voilà, ça c'est la vision élève. Et je vais terminer simplement pour la vision d'un devoir rendu. Alors je vais cliquer ici sur un travail que m'avaient rendu des élèves. Voilà, donc là ici, bon, ils n'étaient que 5, c'est un petit groupe. Je fais consulter tous les travaux remis. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais cacher ça. J'en ai pas besoin. Donc par défaut, vous avez le nom des élèves. Vous avez ici la date de remise. Et vous voyez ici la note que j'ai mise par la suite. Donc, vous avez soit la possibilité de cliquer dessus et de télécharger. Si je clique là, forcément, je vais télécharger le document. Bon, ça, moi, honnêtement, je ne le fais pas souvent parce que c'est assez lourd après à gérer. Là, il faudrait bien penser à ce qu'ils mettent leur nom dedans. Sinon, vous allez vous retrouver avec des noms de fichiers identiques, souvent, et pas nominatifs. Et sinon, si vous avez activé la fonctionnalité PDF, ici, je clique sur Notes. Et là, je vais accéder à la copie de l'élève. Donc là, vous voyez, il vous met génération du PDF. Donc là, il convertit. Là, il me convertit PDF. Là, il est à 3 pages. Alors là, Et je vois Laurent n'a rien entendu là. C'est un nouveau. Oh là 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 là, les oreilles. voilà, la carte. Alors, Gilles, tu parles et moi, je monte. Alors oui, effectivement, ça ressemble un petit peu. Oui. Et on aura juste 2 petites questions dans le chat qu'on peut préciser puisque les personnes qui vont regarder en replay ne verront pas ce qui a été posé comme question. Donc, vas-y Gilles et après on prend les questions. Ok. Donc vous voyez, ça ressemble au système de correction en ligne. Si vous avez déjà corrigé certaines épreuves du bac en ligne, ça ressemble beaucoup. Vous avez un PDF qui représente la copie de l'élève et la possibilité de rajouter des annotations. Laurent est en train de vous montrer les boutons là qui permettent de voir les façons d'ajouter les annotations. Par exemple, un cadre, un trait, vous pouvez tracer à la main, écrire et rajouter même certains symboles. Ces symboles vont être ensuite gardés et l'élève va pouvoir se générer un PDF, télécharger un PDF de sa copie avec vos annotations à la fin suite à sa correction. Donc c'est assez pratique, ça vous permet de corriger directement dans le navigateur sans avoir à télécharger, à stocker, à vous encombrer avec tous les fichiers des élèves et à le faire directement à partir de l'ENT. Et ensuite, l'élève, lui, pourra directement vérifier la correction que vous lui aurez donnée, enfin en tout cas le feedback avec vos commentaires et vos annotations à partir de son ordinateur. Et le tout sans avoir à transporter des clés USB, à faire des téléchargements, à gérer des dossiers. Alors, Alors, justement, là, je voudrais balayer une question parce que c'est directement en rapport. Il y a une de nos collègues qui demande si elle veut voir si elle veut voir seulement les documents rendus. Si par exemple, on a une centaine d'élèves et qu'il y a seulement 2 documents rendus, comment fait-on? Comment les retrouver? je vais terminer la grille d'évaluation. Ouais, mais Laurent, Laurent, on t'entend pas du tout.
est-ce que Ouais. tu peux recommencer, voilà, sans plus rien toucher? Ouais, ou arrêter le partage d'écran. Non, mais alors là, je vais quand même le montrer. Je ne sais pas si vous m'entendez un tout petit peu. Oui, on C'est t'entend un peu, beaucoup oui. mieux. Oui. Donc, je touche à rien. Simplement, la grille d'évaluation, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Par défaut, un devoir est noté et sans grille d'évaluation. Je peux montrer tout à l'heure comment on peut rajouter une grille d'évaluation. Ici, je l'avais faite. Alors, ça m'intéresse, c'est pour ça que je la montre. Pour ceux qui ont l'habitude de corriger le bac ou le brevet, par exemple, vous savez ce que c'est qu'une grille. Donc, on met des critères d'évaluation. Du coup, les élèves peuvent voir les critères. On met des pondérations. Ici, par exemple, j'ai mis 0, 1 point, 2 points. Sur l'autre d'après, j'ai mis 0 point, 2 points, etc. Et à ce moment-là, je clique, c'est ce que j'ai fait ici. Je choisis une case, clac. Et alors, je vais revenir sur l'ancienne, sinon ça va aller modifier sa note. Et ça me génère automatiquement la note. Alors, c'est une fonctionnalité en plus. On peut l'activer et la paramétrer. On n'aura pas le temps de voir comment faire ce soir, mais en tout cas, c'est une possibilité pour vous simplifier la correction et pour la rendre un petit peu plus systématique. Le feedback, tu peux expliquer le Alors, le feedback, le cadre que vous voyez en bas à droite, là, c'est l'équivalent de la remarque que vous allez mettre dans la cartouche de la copie. Vous allez mettre, en général, on met une note et puis à côté, on met une remarque. Et ben, c'est l'équivalent de ce cadre-là. Ici, Laurent est en train d'écrire une remarque qui serait qui sera ensuite donnée à l'élève. Donc, on enregistre et par défaut, l'élève est notifié. Donc, il a une notification comme quoi son devoir a été corrigé. Alors, je vais faire enregistrer et on ne parle pas trop tant que ça. Ouais, alors ici, les modifications ont été enregistrées et on peut passer à l'élève suivant. On va peut-être pas faire tout ton paquet de copies, Laurent? Non, justement, je voulais revenir sur le. Attendez, je voulais revenir parce qu'on m'avait posé la question. Voilà, Ouais. donc vous voyez ici le commentaire qui apparaît quand même. Donc voilà, alors la question c'est l'heure. Je ne veux pas claver tous vos élèves et vous corriger, parce que là, tous mes élèves ont rendu quelque chose. Et forcément, s'ils n'ont rien rendu, je vais pas le voir. Ça sera marqué en rouge, je crois. Copie non rendue. Donc là, vous avez remis pour évaluation, et là, c'est marqué noté, l'état est noté. Si ce n'est pas noté, c'est à vous à mettre la note. Je n'avais pas trop bien compris la question, parce que du coup, on a tout le panneau ici. Une des possibilités, c'est de classer, tu vois ici, alors ne bouge pas, Laurent. Oui, je bouge pas. On voit la liste des travaux rendus qui est pour l'instant classée, je crois, par ordre alphabétique ou peut-être par ordre chronologique, j'arrive pas à le voir, mais en tout cas, vous voyez que chaque colonne, on peut cliquer dessus. Et si tu cliques, Laurent, en dessous de remise des fichiers, sur le petit trait bleu, tu vas pouvoir classer selon les fichiers remis ou pas remis. Alors, ici, tu veux dire? Soit ça, soit en dessous de remise des fichiers. Alors, remise des fichiers, je ne l'utilise jamais. Attends, Il est ici, juste là? à côté. Il est juste à Ah côté. oui, oui, pardon, oui. Non, mais ça, en Voilà. fait, ça cache tout ça, là. Hein. Si je fais ça, là, Alors, ça clique enlève sur la partie en gras, pardon. Ouais. Ouais, c'était pas le petit trait, c'est la partie en gras. Ah ouais, il faut que je mette. Alors ça répond à la question de notre collègue qui se demandait comment accéder seulement aux fichiers rendus. En fait, ils sont là, oui. Voilà. En fait, en cliquant sur dernière modification ou remise des fichiers, vous pouvez directement avoir accès aux élèves qui ont rendu leur travail. J'en profite pour relayer ce qui se passe dans le chat parce que les auditeurs qui regarderont le replay ne verront pas le chat. Un collègue nous demande si on doit reporter les notes manuellement sur mon bureau numérique ou s'il y a un raccourci. Non, alors en fait, il faut bien comprendre que Moodle est intégré à mon bureau numérique, mais en fait, il n'y a pas de lien, alors, surtout si vous êtes avec Pronote, mais il n'y a pas de lien avec mon bureau numérique. Donc malheureusement, les notes apparaissent, alors je peux vous le montrer. Je vais simplement ici sur mon cours. Je refais apparaître ici. Alors sur le cours là, ça va venir. Là, vous avez notes. Donc vous avez ici toutes les activités notées dans votre cours. Et donc, les notes apparaissent là. Alors, il fait la somme à la fin. Hein. Là, bon, la somme ne veut rien dire, mais
Surtout si vous avez mis des notes sur 10, sur 20, mais moi je les reprends manuellement. Effectivement, c'est archivé, c'est là, mais il faut les remonter manuellement, surtout si vous êtes avec Pronote. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interfaçage entre Moodle et intégré. C'est Cosmos qui l'a fait comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas de lien entre les deux. D'accord, Ouais. merci. Et Du coup, ça m'a... une autre Ah, vas-y. question, Ouais. à quel endroit l'élève peut-il voir les notifications? Dans mon bureau numérique, il a une Mais notification. par mail ou... Non, à sa messagerie. C'est à sa messagerie. Oui, d'accord. Et donc, si on revient sur une dernière question, on demandait les différences ou les avantages d'utiliser le devoir de Moodle par rapport au travail à rendre du cahier de texte. Quelles seraient Alors, justement les informations moi, je peux vous montrer ce qu'on fait avec Moodle. Le cahier de texte, honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. La seule chose ici, tout est archivé. Je ne sais pas si c'est la même chose. On voit tout le profil des élèves, ceux qui sont en retard, etc. En gros, le panneau, on va dire le panneau collaboratif que je vous ai montré tout à l'heure, c'est peut-être le plus, mais je n'ai pas un regard objectif sur la chose parce que je ne connais pas l'autre. En gros, on va être clair, hein, celui qui utilise Moodle n'utilise pas trop le cahier de texte, enfin les autres fonctionnalités de MBN, quoi. Donc, Il y a des recouvrements sur les deux et chacun a ses avantages et inconvénients. Je pense que la solution du classeur va être plus intégrée à l'ENT et donc plus intégrée aussi avec l'avis de l'élève en général et probablement un petit peu plus simple d'utilisation. Ensuite, Moodle va permettre un paramétrage parfois plus fin et par exemple ici on l'a vu, la correction directement en ligne. ouais. Ensuite, je crois que l'heure tourne et je pense qu'on ne va pas Vas-y. s'étendre plus sur le devoir. Absolument, Oui. oui. Il est déjà à 18h13. On a une autre question. Une collègue nous demande, tout ceci n'est accessible aux élèves que si mon bureau numérique fonctionne. Est-ce correct? Ou peut-on prévoir à l'avance de copier l'URL du cours pour l'envoyer par mail aux élèves? Oui. Alors, mais l'action Moodle est quand même tributaire. Alors, tu bloques un petit peu, attends, je vais répondre. Tu passes sous un tunnel, là. En fait, Moodle et l'ENT, je ne sais pas vraiment clair s'ils sont exactement toujours sur le même serveur ou pas. Il y a des chances qu'elles sont très maigres, mais vous pouvez essayer de voir si Moodle est accessible lorsque mon bureau numérique ne l'est pas. Il y a de grandes chances que les deux soient corrélés, c'est-à-dire que quand MBN ne sera pas accessible pour une raison X, vous ne puissiez pas non plus accéder à Moodle. Mais vous pouvez essayer quand même. Gardez le lien, transmettez-le aux élèves, et si ce n'est qu'une panne, par exemple, admettons, de mon bureau numérique, vous pourrez peut-être accéder quand même à Moodle. Mais si c'est un problème plus large, il est fort probable que ça ne marche pas. Ensuite, ce que j'aimerais encore vous montrer, je vais reprendre la main, Laurent. Vas-y. Ouais, tu étais encore sur le tunnel d'ailleurs. Vas-y. Alors, ce qu'on voulait encore vous montrer, c'est des ressources pour progresser, parce que ce n'est pas en 3/4 d'heure, 1 heure de formation que vous allez avoir toutes les informations pour démarrer. Il y a sur le site de la DAN, à cette adresse que je vais vous copier et coller dans le chat, un nombre de tutoriels qui peut vous servir. Il y a également les supports de formation de la dernière année et de l'année en cours. Et vous allez également trouver des supports de formation autre part sur une autre instance de Moodle. Alors, je vais en parler tout de suite. Lorsque j'étais sur le tableau de bord, au début, vous vous souvenez, j'ai dit, ce cadre ici, ce bloc, on ne s'y intéresse pas aujourd'hui. Eh bien, je vais m'y intéresser maintenant quand même, et je vais vous dire que si on clique dessus, on arrive sur une autre instance de Moodle. C'est un Moodle qui n'est pas propre que aux utilisateurs de votre établissement, mais à tous les utilisateurs de l'académie. Alors, pour la peine, je clique dessus, et j'arrive sur un autre tableau de bord. Vous voyez que sur celui-là, je n'ai pas exactement la même présentation, on retrouve le bandeau, la colonne de gauche, mais par contre, je n'ai pas la possibilité de créer des cours. Donc, vous n'avez pas les mêmes droits sur ce Moodle-là. Par contre, il y a en dessous 4 catégories qui nous permettent de trouver des contenus un petit peu divers et variés, par exemple des contenus de formation ici, notamment à Moodle. Donc, si vous voulez vous former à Moodle, vous avez du contenu directement sur ce campus académique. Et c'est accessible à tout le monde. On va simplement vous demander, vous voyez, une petite clé ici, on va vous demander parfois de vous inscrire. Alors pour la formation ici, c'est peut-être nécessaire de connaître une clé, mais pour celle-ci, si vous cliquez sur niveau 1 ou niveau 2, on va vous
demandez simplement de cliquer sur m'inscrire et automatiquement vous aurez accès au contenu. Je vous propose d'aller vérifier. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez trouver de quoi vous former sur certains sujets qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Alors, il y a également une autre chose qui va vous intéresser aujourd'hui. On vous a montré des possibilités de Moodle, mais vous avez des exemples de cours consultables et accessibles pour vous les télécharger et pour vous que vous puissiez vous les approprier. Quand je descends, il y a une catégorie mutualisée dans laquelle vous allez trouver des cours de collège, de lycée, transdisciplinaires aussi, et dans lesquels on a rangé par discipline différents cours. Alors vous allez pouvoir par exemple cliquer sur n'importe quel cours et le consulter, voir ce qu'il contient. Et pour chaque cours, vous trouverez sa discipline, son niveau, parfois l'auteur s'il a voulu être connu, et surtout un lien de téléchargement. En cliquant sur ce lien, vous téléchargez le contenu du cours sous forme d'un fichier MBZ, et ce fichier, vous pourrez le restaurer dans votre espace. Je ne vais pas vous montrer la procédure, mais elle est expliquée sur le tableau de bord, dans les 2 tutoriels qui sont ici sur le message de bienvenue du campus. Si ça vous intéresse, comment télécharger et restaurer, ou comment mutualiser vous-même un cours, n'hésitez pas à les consulter en version texte ou vidéo. Une dernière chose avant de partir et de passer aux dernières questions. Alors, je quitte un petit peu le sujet Moodle, mais il y a aussi une catégorie académique dans laquelle j'ai fait apparaître un cours qui concerne le projet que je suis. Et c'est un grand projet de l'académie de créer une plateforme sur laquelle des ressources de l'académie pour les enseignants seront indexées. Lorsque vous créez vos cours, vous allez sans doute chercher des ressources sur différentes plateformes, en faisant différentes recherches. Ça peut prendre du temps de chercher à plusieurs endroits. Le but de cette plateforme, qui s'appellera Lune, est de rendre ces ressources déjà indexées et donc facile à trouver sur une seule plateforme, sur un seul site. Si ça vous intéresse de participer à sa co-conception, il y a une démarche de centré utilisateur qui va avoir lieu bientôt et à laquelle on va vous demander votre avis. On vous demande votre avis, que voulez-vous comme fonctionnalité, comme ergonomie, et si vous voulez y participer, je vous propose de vous retrouver ici, sur ce cours, dont je vais vous donner même le lien dans le chat, et de répondre tout simplement au questionnaire. Il y aura une sélection à la suite, mais si vous voulez voir un petit peu ce qu'est une démarche de UX design, et si vous voulez contribuer à un projet pour les enseignants, je vous conseille de répondre à ce questionnaire et je vous remercierai si vous voulez participer. Alors, je reviens sur Moodle et j'attends vos questions avec Laurent. On a une petite question d'une collègue qui demande si un cours mis en ligne est disponible à tous et quels sont les Et droits. quels sont les droits? Tout à fait. Tout le monde, Alors, tous les utilisateurs qui ont la possibilité de se connecter à l'ENT peuvent accéder à ce cours. voilà, il faut avoir un accès ENT. Sinon, c'est pas possible. Alors, il existe quand même une possibilité de faire un Moodle perso, mais ça, bon, on ne le présente pas, mais sachez que Moodle est ouvert et vous pouvez très bien télécharger un Moodle perso et être même administrateur. Donc, vous pouvez tester des fonctionnalités qu'on ne peut pas faire ici. Oui, parce Et qu'on moi, n'a j'ai pas une collègue, par l'autorisation. exemple, qui s'est créé un Moodle perso et qui diffuse ses cours à partir de son serveur. Alors, d'accord, merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, pas pour l'instant. Pour un petit peu plus de contenu, il y aura des formations au PAF de l'année prochaine, donc niveau 1, voire niveau 2, pour avoir des fonctionnalités un petit peu plus avancées, approfondies. N'hésitez pas à vous y inscrire. Merci Et beaucoup. tu avais montré, Gilles, simplement pour ceux qui ont des questions, nous, on répond aux questions avec le compte admin du campus, peut-être. C'est simplement. Oui. Demande formation H5P, entre autres. Alors, Voilà. voilà. Donc, je vois que Gilles, tu as Oui. répondu. Voilà, très bien. Oui, effectivement, il y aura des formations H5P. Et pour toutes les questions qui concernent justement Moodle et plus particulièrement le campus académique, il y a aussi l'adresse, je vais la coller dans le chat, à laquelle vous pouvez nous écrire. Voilà. Alors, je vais la dire pour les personnes qui nous Le verraient en replay. replay. Il s'agit de admin.campus@monbureaunumérique.fr.
Je remercie aussi nos modérateurs, Laurent, deux Laurent d'ailleurs, Laurent de Bonny, Laurent Midi, Marc. Merci beaucoup d'avoir modéré. Merci à vous tous d'avoir participé et bien entendu merci à Gilles et à Laurent pour ce Studio Péda qui était vraiment très dense et très éclairant. On vous donne Merci. rendez-vous sur Studio Péda après les congés. Soyez À la rentrée. à la rentrée.